Rebonjour à toutes. Alors, contente de vous retrouver pour cette deuxième partie de présentation aujourd'hui pour la journée Appui Livre pouce carré du 13 novembre, destinée aux élèves du secondaire et aux jeunes adultes, aux adolescents et aux jeunes adultes. Alors, ma deuxième présentation aujourd'hui concernera les livres qui sont diffusés par la boîte de diffusion. Alors, la boîte de diffusion est une compagnie, comme le nom l'indique, qui fait de la diffusion donc qui partage l'information sur les livres et il diffuse les ouvrages de plusieurs maisons d'édition. Alors, vous retrouverez des livres qui viennent de chez Seuil Jeunesse, Little Urban. Vous allez avoir La Martinière, Dupuis, Dargaud, Le Lombard. Donc, je regarde si j'oublie quelque chose. Donc, plusieurs maisons d'édition là, qui vont être touchées. Et également, en manga, on a les éditions Kana aussi, entre autres, chez la boîte de diffusion, dont j'ai quelques ouvrages près de moi. On va voir ce qu'on a le temps de regarder ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de faire un peu de touche à tout avec cette présentation-là. Je vais commencer, tiens, en documentaire aujourd'hui pour nous garder les bandes dessinées en deuxième partie. Je vais commencer en documentaire avec une série. Tiens, je vais vous trouver ça sur Internet. Je vais vous montrer la maison d'édition. Ah oui, je vous ai pas mis la bibliographie. Attendez, là. Pour les gens qui vont nous écouter en rediffusion, la bibliographie, elle est sous la vidéo. Et pour les gens qui sont ici en présence, la voilà, je vous envoie la bibliographie. Pendant que la bibliographie est en train de s'envoyer, je vais juste aller chercher un site web. J'ai pas pensé plutôt vous le présenter. Alors, la première collection que je veux vous présenter, c'est une collection de courts essais engagés et percutants destinés aux 15 à 25 ans. Alors, vous avez ici, vous voyez, j'ai une bonne partie de la collection entre les mains. Alors, ce sont des essais sur différentes thématiques qui font une trentaine de pages chacun. L'idée de la collection, c'est d'avoir une collection d'ouvrages qui peuvent se lire là, en environ 1 heure pour permettre aux jeunes de 15 à 25 ans de se faire là, une idée sur une thématique. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir là, le site web de la collection. Ça vaut la peine d'aller voir. Moi, j'en ai quelques-uns avec moi, mais il existe là, plusieurs thématiques. Alors, vous voyez ici, puis ce sont tous des auteurs différents qui sont des auteurs militants dans cette thématique, au sujet de cette thématique-là. Donc, vous avez ici Blandine Rinkel, a-t-on encore le droit de changer d'avis? Aurélie Jean qui nous parle des algorithmes, bientôt maître du monde. Gada Atem, avorter, un droit en danger. Et donc, je vais juste cliquer ici pour vous en montrer d'autres, là. Comment jouir de la lecture de Clémentine Beauvais. Vous avez Hugo Vell, Climat, trop tard pour agir. Ovidie, c'est quoi l'amour? Jennifer Tamas, faut-il en finir avec les contes de fées? Catherine Le Magueresse, harcèlement, ça commence quand? Nathalie Wolfe, la laïcité est-elle contre les religions? Guillaume Meurice, peut-on aimer les animaux et les manger? Bruno Patineau, s'informer à quoi bon? Je vais m'arrêter ici. Là, vous voyez, il y a une panoplie de sujets qui sont touchés. Pour vous donner une petite idée, là, je vais vous parler de Guillaume Meurice et Peut-on aimer les animaux et les manger, qui est un ouvrage. Je trouvais que la forme de l'ouvrage était vraiment intéressante pour permettre aux gens de se mettre, justement pour permettre aux jeunes qui écoutent, qui lisent, pardon, l'ouvrage, de se faire une idée. Donc, on n'est pas dans l'essai très, très strict, etc. En fait, l'auteur simule une scène où il se retrouverait dans un restaurant. Guillaume Meurice est lui-même militant là, pour la défense des animaux et le végétalisme. Mais il simule une scène où il se retrouve mangeur de viande, donc personne omnivore, devant une femme qui est végétarienne dans un restaurant et il commande un steak. Et là, il se sent mal à l'aise de manger de la viande devant elle. Alors, il va lui poser la question, mais toi, est-ce que ça te met mal à l'aise que je mange de la viande devant toi? Puis là, elle va dire, ben non, moi, ça me met pas mal à l'aise, c'est ta situation, tu fais tes choix. Là, lui, il va se justifier. Ah ben, tu sais, je fais vraiment attention, même quand j'en achète, je vais chez mon boucher, je le connais bien, je sais que c'est de la qualité et que ça provient pas d'un élevage intensif où les animaux sont entassés les uns sur les autres à longueur de journée, parce que ça, oui, j'ai vu des images, c'est vraiment dégueulasse. Puis là, il dit, j'avais dit cette phrase d'un souffle, comme un innocent accusé à tort lors d'un procès qui sent lui échapper. J'avais parlé sans même regarder Lucie, retranchée dans mon monologue. Puis je me tue.
comme dans l'espoir d'un verdict. Mais Lucie ne répondit rien. Elle affichait un sourire amusé. Elle prit son verre de vin pour le porter à ses lèvres. Ben, dis-moi quelque chose, Lansèche. Tu penses que je raconte n'importe quoi, que je suis un monstre? Lucie posa délicatement son verre. Je pense pas du tout que tu es un monstre, tu es simplement comme tout le monde, tu as des contradictions. Et là, va s'instaurer comme ça un dialogue entre les deux. Il y a même quelqu'un de la table d'à côté qui va venir discuter avec eux ils vont échanger comme ça leurs opinions. Alors, en une trentaine de pages, une lecture qui prend environ 1 heure, les jeunes lecteurs peuvent avoir l'occasion de se faire une idée sur une thématique. On ne veut pas essayer de les convaincre de cette idée-là, on veut leur offrir une vision par rapport à une thématique. C'est une collection, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, les thématiques, bien sûr, mais vous avez, je veux juste revérifier une petite information, vous avez une collection, je pense que chacun des ouvrages se détaille à 6,95 $. Donc, ce sont des petits feuillets comme ça à 6,95 $. Ça permet, à mon avis, d'acquérir toutes les thématiques ou d'en acquérir plusieurs. Et si vous voulez aborder le texte d'opinion avec les élèves, ben vous pouvez leur laisser le choix de la thématique parce que, tu sais, on le sait, là, obliger une lecture, soumettre une lecture obligatoire aux élèves, ben si ça amène des réticences, ne serait-ce que parce qu'on est obligé, là, je veux dire, peu importe la thématique, il va y avoir une réticence parce que ça a été un acte obligé. Mais là, si on leur donne la collection, puis on leur dit choisis la thématique qui t'intéresse, et après ça, mais là, quand chacun des jeunes, en équipe de 2, en équipe de 3, individuellement, ont lu un des ouvrages, ben, ils peuvent travailler leur résumé, ils peuvent défendre leur opinion, ils peuvent faire un débat. Donc, il y a toutes sortes d'activités ensuite orales ou d'écriture qu'on peut faire grâce à cette série-là. Et il y a des thématiques pour tous les goûts et pour tous les intérêts. Donc, vraiment, là, pour moi, Alt, une très belle collection à découvrir. C'est une collection qui vient des éditions La Martinière. Je vais poursuivre en documentaire avec encore les éditions La Martinière, avec un documentaire que j'ai reçu tout récemment, qui a aussi une présence sur le web que je vais vous montrer. Regardez ça, comme c'est intéressant. Je pense qu'encore une fois, on a un ouvrage ici pour faire une activité à la manière de Chambre adolescente, 20 portraits à lire et à écouter. Et donc, les auteurs Joe Witek et Juliette Masse se sont rendus dans la chambre de 20 adolescents en France et ils ont pris leur récit. Ils ont photographié leur chambre. Je vais vous présenter par exemple Betty. Ici, une chambre à soi en clair-obscur. On nous dit Betty, 12 ans. On a des jeunes de 12 ans, de 16 ans, les âges varient. Sa chambre est au bout d'un chemin de terre du côté de Saint-Georges-Guerre, avril 2022. Vous voyez ici, on a un petit code QR parce que le récit est disponible en podcast. Donc, les élèves peuvent le lire ou peuvent l'écouter. C'est ce que je vais vous montrer sur le web. Le texte n'est pas 100% identique entre le podcast et la version écrite, mais à quelques nuances près, on a vraiment l'ensemble du texte. Mais si vous voulez faire lire en même temps qu'écouter, il y a quand même des fois des termes qui ont été modifiés entre les versions. Alors, vous avez ici les chambres adolescentes et si on écoutait la jeunesse, c'est aux éditions de La Martinière. Et là, vous pouvez choisir quel personnage vous voulez découvrir. Et là, j'avais choisi Betty. Vous avez la photo et vous avez le podcast. Donc, attendez, je vais partager, mais avec le son. Voilà. Un immense pré, à l'ombre d'arbres centenaires. Bienvenue dans Chambres adolescentes, le podcast. Des portraits en photo et en mots réalisés par Juliette Masse et Joe Witek. Une chambre à soi, en clair-obscur. Betty, 12 ans, sa chambre est au bout d'un chemin de terre, du côté de Saint-Georges, Gers. Portrait écrit et lu par Joe Witek. Derrière un long chemin de terre se niche une ancienne ferme restaurée au cœur d'un paradis vert. Zara, une petite chienne noire, trouvée à la SPA, et Pepper, un border collie abandonné, nous y accueillent joyeusement. C'est ici que vit cette famille franco-anglaise sur un immense pré, à l'ombre d'arbres centenaires, sur lesquels régulièrement biches, renards et autres sangliers laissent les traces de leur passage. Un choix de vie de Sohani et Jean-Marc,
d'offrir la nature et la sobriété à leur enfant, tel un précieux luxe. On sent qu'on a le temps ici, que rien ne presse, ne dérange ni ne déforme. Ça vous donne une idée un peu du ton. Vous pouvez voir que le ton, bien sûr, on a l'accent français, mais vous pouvez voir que le ton est quand même un débit très raisonnable là, pour pouvoir entendre. C'est bien articulé. On a un bon débit aussi qui n'est pas trop rapide, contrairement à mon débit depuis ce matin, pour pouvoir bien entendre là, chacune des parties. Alors, Betty, par exemple, elle nous plonge au cœur de sa bibliothèque. Donc, elle, c'est une grande lectrice. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que regardez la section. Donc, vous aviez la page de présentation ici, et vous avez la section qui concerne Betty. Vous avez deux, oh mon Dieu, attendez, je l'échappe. Deux, quatre, six, autres photos, 8, 10. Et ainsi de suite, une dizaine de pages par jeune. Donc, c'est vraiment un grand portrait. Vous savez, des fois, on a des recueils comme ça qui nous présentent différents parcours avec des textes très courts. Là, on a vraiment de grands portraits. Je vous disais, activité à la manière de, bien évidemment, tu sais, dresser le portrait de son portrait avec sa chambre, dresser le portrait d'un ami dans sa chambre, aller prendre des photos. On va découvrir les parcours très variés de plusieurs jeunes, certains qui ont migré. Entre autres, il y a un jeune qui raconte avoir traversé en bateau pour pouvoir migrer vers la France et qui raconte à quel point ce voyage a été difficile et que si ce voyage était à refaire, il n'est pas sûr qu'il choisirait de le refaire parce qu'il a tellement eu peur de mourir. Donc, tu sais, on a des récits très, très, très variés, très différents les uns des autres. Euh, Betty racontait qu'elle aimait la lecture et que la lecture lui permettait de voyager. Elle parle entre autres d'un roman qui lui a plu parce qu'il parlait d'homosexualité, qui est un sujet qui aborde jamais à l'école. Au contraire, les gens s'insultent avec ces termes-là. Donc, toutes sortes de thématiques, de thématiques contemporaines et qui intéressent les jeunes, qui attirent l'attention des adolescents. Vraiment, je pense que les ados vont avoir une curiosité pour vraiment découvrir les parcours de ces élèves-là. Donc, vous en avez plusieurs comme ça, d'origine culturelle variée. Et les parcours ont été colligés là, au début des années 2020, 2021, 2022, 2023. Là, donc, c'est très, très récent aussi. Donc, voici pour chambre adolescente. Si je vous sonde, est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, les ados vont avoir le goût d'aller voir ce qui se passe dans les chambres des autres ados? Oui, hein, je vous vois hocher de la tête. J'ai l'impression effectivement qu'il y en a plusieurs. Il y a une espèce de curiosité dans tout ça aussi, hein. C'est comme regarder au travers de la serrure, là, le trou de la serrure pour aller voir comment c'est chez les autres. Je trouve que c'est intéressant pour, excuse-moi de t'interrompre, pour Ah, les sorry? élèves de premier cycle qui sont dans le texte descriptif. Puis, moi, je suis conseillère pédagogique, puis il y a une enseignante en français qui me racontait qu'elle avait fait l'exercice avec ses élèves, justement, de leur faire décrire leur chambre d'ado. Donc, Hmm. je me disais, ah, ça aurait été le fun pour les nourrir, de faire une lecture de ce livre-là, puis de faire l'exercice par la suite. Oui, puis ben, pour l'enseignante, j'imagine que ça lui permet d'apprendre beaucoup de choses sur ses élèves, tu sais, sur Mhm. leur réalité, leurs intérêts. Les ados apprennent des choses entre eux aussi. Puis, ben, évidemment, on respecte l'intimité, donc ce que les ados ont envie de dévoiler. Mais oui, ça peut être tout à fait nourrissant pour eux dans leur processus. Puis ben là, c'est un extrait que tu as lu, mais je trouvais ça intéressant de partir du macro puis d'aller plus vers le micro, tu sais, comme l'environnement où est-ce qu'il vit ou le contexte. Tu sais, il est immigrant, vit en région éloignée, dans la campagne, ou puis là, on s'en va plus vers la chambre. Tu sais, fait que je trouvais que c'était une approche intéressante aussi. C'est ça, c'est de placer dans la ville, le lieu, etc. Puis ensuite, ben, dans cet environnement-là, voici mon refuge finalement. Tu sais, puis je pense que c'est un âge où ils ont besoin de ces espaces de refuge-là, d'endroits qui est à eux, qui ont choisi, qui ont adapté selon leur goût. Alors, vraiment une très belle découverte que ces chambres adolescentes. Je vais continuer et là, écoutez, on tombe dans une autre thématique complètement. Alors, vous allez peut-être trouver que je saute du coq à l'âne, mais une autre découverte pour moi très récente, un documentaire sur les vêtements. Alors, mais voici la thématique plus précise, choquant, quand les vêtements font parler d'eux. Alors, de Philippe Nessman et Léonard Cagnot Derache et Mathieu Méron. Et on va parler des différentes occasions où les vêtements ont pu choquer. Alors, les vêtements peuvent choquer
parce qu'il témoigne d'une évolution sociale. Hein. Par exemple, les premières fois que des femmes ont porté des pantalons, ben, ça choquait les gens. Les vêtements peuvent choquer parce que, ils sont provocateurs. On nous parlera entre autres là-dedans de, vous avez sûrement déjà entendu parler d'une robe en viande. Donc, ça peut être très provocateur. Les vêtements peuvent choquer parce qu'ils font des emprunts culturels qui sont de l'appropriation culturelle, qui n'est pas souhaitable. Ce sera aussi abordé dans la thématique. Alors, la raison de choquer des vêtements, elle peut être très variée. Je vais regarder les pages de garde, déjà ici. C'est aux éditions Le Seuil, c'est un album qui est magnifique, là. Moi, j'adore les documentaires comme ça, très illustrés, graphiques. Alors, choquant. Des vêtements troués déjà, hein? Les premières fois qu'on voyait des gens se promener avec des vêtements troués, aller à des galas avec des vêtements troués en jeans, on disait, bon, c'est choquant. Ma mère, j'écoutais la télévision, j'écoutais le téléjournal avec ma mère quand j'étais jeune, puis à tous les jours, quand Céline Galipo arrivait à l'écran, elle disait, elle est tellement bien mise. Et ben, ça témoigne, hein, des attentes qu'on a par rapport, à comment les gens doivent se présenter. Donc, je vais vous montrer en fait, le sommaire. La table des matières, on la retrouve à la fin dans cet ouvrage-là. Alors, une introduction, bien sûr. Première thématique, t'es qui toi? Là, on va parler de la femme libre en pantalon, tout le monde en jupe, l'habit fait le moine, le capuchon. Ensuite, on a nos chers disparus. Ce sont des vêtements qui n'existent plus, qu'on ne trouve plus. Et ensuite, on a les fashion faux pas des célébrités. Alors, vous allez toujours avoir des fashion faux pas. Ensuite, la thématique votre habillé. Des vêtements qu'on a jugés trop courts, trop moulants, trop transparents, trop nus ou trop décalés. Des vêtements disparus et les faux pas. Des tapes à l'œil. Des vêtements qui sont tout poilus, tout colorés, tout rayés, tout en hauteur. Les disparus et les faux pas du prêt-à-porter. Le débraillé, vêtements déchirés, extra amples, XXX large, négligés. Nos chers extravagants disparus et les faux pas, cette fois-ci, les faux pas écolos dans la mode. Dedans, dehors, dessous. Ah, ces vêtements-là, avec la pandémie, est-ce que vous êtes habillés plus mou qu'avant après cette époque de la pandémie? Moi, je n'endure plus les jeans. Depuis la pandémie, là, je suis plus capable de porter une paire de jeans. Alors, ben, ces vêtements qu'on gardait auparavant à l'intérieur, mais qu'on met maintenant parfois pour sortir. Avez-vous trouvé qu'il y a une mode où tout le monde a l'air d'être en pyjama? Tu sais, il y a même genre des gens qui vont dans des galas, on dirait qu'ils sont en robe de chambre, là. Mais bon, c'est une mode. Alors, on va dire cacher ce pyjama, sans dessus-dessous, le t-shirt, la victoire d'un dessus, et nos disparus. Mais bon, je travaille pas en pyjama quand même, là. Tu sais, je sors pas non plus habillée en pyjama, mais j'ai plus de plaisir à mettre des jeans, je vous l'annonce. Alors, maintenant, quand on s'en vient dans les thématiques. On avait par exemple tout à l'heure la femme libre en pantalon. Je vous montre les pages intérieures, ça vous permet de voir à quel point c'est magnifique, mais ça vous permet de voir aussi la longueur des textes. Donc, plusieurs textes de taille, je vous dirais, moyenne et ben, assez court à moyen. Puis vous avez même une devinette pour commencer. On nous dit jusqu'en 2013, dans quel pays une loi interdisait-elle aux femmes de porter des pantalons, sauf pour faire du vélo ou du cheval? Avez-vous envie d'essayer de répondre? Je vous répète la question. Jusqu'en 2013, dans quel grand pays une loi interdisait-elle aux femmes de porter des pantalons sauf pour faire du vélo et du cheval? Nommez-moi d'un pays, juste pour voir là, si vous êtes capable de trouver. L'Inde, Marie-Josée demande si c'est l'Inde. Je vais vous dire, c'est un pays occidental. La Russie. Aline demande si c'est la Russie. Bonjour Aline. Eh bien, la réponse, c'est la France. Alors, on nous dit la France, mais là, si je veux vraiment lire la réponse, il faut que je... Même si cette loi d'un autre âge n'était plus appliquée, elle montre que le pantalon est longtemps resté un habit transgressif pour les femmes. Ben, il existe. Je pense que c'est aussi encore interdit de stationner son cheval devant un bar, là. Tu sais, il y a des lois comme ça qui sont comme des lois vestiges, là. Alors, en voici une. Et là, bon, ben, dans les textes qu'on aura, je vais vous en lire un ou deux là, pour que vous ayez une idée de la langue. À chacun sa tenue. Autrefois, chaque métier avait sa tenue ou son uniforme. Et là, on nous réfère à la page 15. Interdire aux femmes de s'habiller comme les hommes était une manière de leur interdire d'exercer un métier et donc d'être indépendantes, libres. Le 7 novembre 1800, pour être sûr que chacun reste à sa place, ces messieurs votent une loi.
Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Alors, les jupes, comment les jupes des hommes qui ont porté des jupes, par exemple, ont pu choquer. Vous avez comme ça là, différentes thématiques. Je veux juste vous montrer les oubliés, nos chers disparus. Alors, autrefois, certains vêtements symbolisaient un statut social, pendant que d'autres étaient portés dans des circonstances bien particulières. Mais les temps changent et ces coutumes ont parfois disparu pour un jour revenir en force. Par exemple, la blouse. Tous les écoliers du primaire portaient la blouse jusqu'au milieu du 20e siècle. Pourquoi? Pour protéger les vêtements contre les taches d'encre et de craie. Est-ce que ce serait de retour un jour? Certaines écoles ont conservé la blouse. Cette défenseur affirme qu'elle permet de gommer la différence sociale. Alors, c'est un vêtement qu'on mettait par-dessus les vêtements. Le chapeau haute forme et la redingote. Pour qui c'était pour les bourgeois? Quand au 19e siècle? Et pourquoi? Pour montrer son haut rang social. Et ensuite, vous avez les faux pas. Alors, des célébrités qui ont fait des faux pas, qui se sont habillées et qui ont fait parler d'eux. La fameuse robe de viande, comme ça ici, donc effet bœuf. Lors des MTV Awards 2010, Lady Gaga se fait remarquer en portant une robe faite de 23 kilos de viande, conçue par le styliste Franck Fernandez. Pour la chanteuse, il s'agissait de montrer au monde entier que chacun est susceptible d'être traité comme un morceau de viande s'il ne se bat pas pour ses droits. Mais le message ne passe pas et une belle polémique s'ensuit aux États-Unis, impliquant notamment des végétariens et des associations protectrices des animaux. Quant à la robe, après avoir subi un traitement, elle a été exposée dans un musée, le Hall of Fame à Cleveland. Vraiment, là, et c'est un beau livre, là. Moi, j'appellerais ça vraiment un livre de table à café, là, c'est-à-dire qu'on le laisse à la vue et c'est sûr que tout le monde a le goût de le regarder, de le feuilleter. On peut le lire en papillonnant ici et là. Vraiment, une découverte pour moi vraiment magnifique. Euh, une autre découverte chez La Martinière, celui-ci c'était chez Seuil, maintenant une découverte de documentaire chez La Martinière. Peut-être un peu moins récent celui-ci, mais vraiment, je pense que pour les adolescents, la thématique est très intéressante à aborder. Si vous m'avez déjà vu en animation, vous m'avez peut-être déjà vu présenter ce livre parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est un documentaire de Piotr Socha et Monika Hutnik-Strugata qui s'appelle C'est sale, la grande histoire de l'hygiène. Alors, c'est pour ça que je vous dis que des fois, c'est une thématique qui peut être intéressante à aborder avec les adolescents, là, au moment où la classe commence à sentir l'esprit d'équipe, quand l'hiver sera terminé et que, tu sais, l'été va revenir, ou encore après le cours d'éducation physique, la grande histoire de l'hygiène. Regardez déjà les pages de garde qui nous présentent plein de petits microbes qui nous donnent pas trop envie, n'est-ce pas, hein? Alors, on a comme ça ici, ou je pourrais dire peut-être des bactéries ou des microbes. On va avoir donc un historique de l'hygiène. L'ouvrage est classé de façon plutôt historique, mais on a parfois des sujets qui vont être regroupés. Alors, on commence avec la préhistoire. Donc, on va nous parler de l'hygiène à la préhistoire. On va avoir également, là, ici, on se retrouve dans une époque plutôt antique. Vous allez avoir plusieurs moments comme ça qui vont être décrits. L'hygiène à l'ombre des pyramides. Et vous allez entendre parler des bains, vous allez entendre parler des toilettes. Regardez les illustrations ici pour les toilettes, les différents types de pots de chambre. Parce que l'hygiène, ben, c'est aussi c'est comment on s'occupe de son corps, mais c'est aussi comment on dispose de ses déchets corporels, n'est-ce pas? Alors, ce documentaire-là va vous permettre d'aborder plusieurs thématiques en lien avec l'hygiène, mais ce qui est intéressant, c'est ben, les thématiques, bien sûr, mais la longueur des textes. Parce que, comme je vous l'ai montré dans le documentaire précédent, on a souvent des documentaires avec des textes courts, hein. Et un peu comme pour les chambres adolescentes, c'est intéressant aussi d'avoir des textes informatifs. Ici, c'est un texte de présentation, mais un descriptif, mais un texte informatif plus long. On nous demande si c'est pour les plus jeunes, 9-12 ans. Je vais vous lire un extrait, puis vous allez voir que les illustrations ont peut-être une apparence un peu plus jeune. Je pense que les 9-12 ans pourraient s'intéresser à quelques sujets, mais justement, la longueur des textes et le contenu des textes fait vraiment en sorte que c'est un ouvrage qui peut s'adresser aux adolescents. Je vais vous lire un extrait, puis vous allez voir un peu, là, vous me direz après cet extrait si vous êtes d'accord avec moi que c'est pour un public un peu plus vieux.
Moi, je lis toujours mon extrait préféré qui parle de la plique polonaise. Parce que, premièrement, si je vous dis, savez-vous ce qu'est la plique polonaise? Je vois pas de vaste réaction. Alors, et ben les jeunes, il y en a là, qui ont la mode à un moment donné d'avoir des dreads qui commencent à pousser sur leur tête. Alors, la plique polonaise, eh bien, on la décrit comme telle. Ah oui, puis c'est ça. Attendez, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est la longueur des textes. Donc, vous avez ici, pour ce texte-là, une demi-page. Vous avez encore une autre demi-page et une page complète. Et ensuite, on va passer au prochain sujet. Donc, on a généralement un 2 à 3 pages de texte là, par thématique, ce qui fait qu'on a vraiment un texte informatif avec là, un sujet amené, vous allez avoir les informations, les arguments, etc. Donc, ça vous permet quand même d'avoir là, un long texte informatif à étudier avec les jeunes. Plica Polonica. Dans le musée de la faculté de médecine de l'Université Jagellonne à Cracovie, une vitrine expose une drôle de pièce datant du 19e siècle. On dirait une grosse dread longue d'un mètre et demi. En réalité, il s'agit d'une plique. Il y a encore quelques siècles, les Européens étaient persuadés de la nocivité des bains. Et là, on nous réfère à des pages qu'on a déjà lues. Cela valait aussi pour le lavage des cheveux. On préconisait de les poudrer, puis de les brosser. À la campagne, on ne s'en formalisait même pas. On ne s'en donnait même pas la peine. Non seulement on ne se lavait pas les cheveux, mais on ne les coupait pas ni ne les coiffait. En contrepartie, on ne retirait presque jamais son chapeau, son fichu. À cause du sébum et de la crasse accumulée, les cheveux finissaient par s'agglutiner en d'épaisses mèches crépues où poux et autres vermines pullulaient. Je vois déjà vos expressions ravies. Ce phénomène était particulièrement courant en Pologne, à tel point d'ailleurs que son nom latin est Plica polonica, plique polonaise. Au 18e siècle, plus de la moitié de la population rurale polonaise en souffrait. Chose curieuse, nul ne pensait que la plique polonaise était due à un manque d'hygiène. On croyait à l'époque qu'il s'agissait d'un symptôme. Chacun de nous, prétendait-on, renferme une plique à l'intérieur de lui, appelée aussi trichome. Ce trichome est inoffensif tant qu'il sommeille, mais il est facile de le réveiller. En l'irritant, par exemple. Si la plique intérieure a envie de vider quelques verres ou de ne pas aller travailler, il faut absolument s'y conformer. La plique peut être déclenchée par un démon, un sortilège, le mauvais œil ou un verre de vodka, quand dans cette dernière, un aubergiste peu scrupuleux a trempé sa propre plique afin de précipiter ses clients dans la maladie ou l'alcoolisme. Ça vous donne une idée un peu des thématiques qui sont donc un petit peu plus vieilles là, qu'on va traiter. Je vous ai lu seulement jusqu'ici, là. Puis j'ai sauté un paragraphe. Donc, tu sais, on a encore là, beaucoup, beaucoup d'informations qui vont s'ajouter sur l'applique et sur une panoplie de sujets en lien avec l'hygiène. Donc, vraiment, un ouvrage très intéressant. Dans la table des matières, là, je vais vous donner une idée de certains sujets qui sont traités. Les savons et les onguents, une odeur de sainteté, pudeur ou nudité, la purification, des souris dans la perruque, maquillage toxique, les essuie-fesses, les barbares, et je vais vous en donner un dernier peut-être. La chaise musicale, ben ça, c'était les toilettes que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on a une façon humoristique aussi d'aborder chacun de ces sujets. Encore une fois, un grand documentaire magnifique, bien illustré, un beau livre à laisser à la disposition de tous et toutes. Je vous laisse la parole si vous avez des questions pendant que je tends la main vers les prochains ouvrages que je veux vous montrer. J'ai deux autres documentaires que je veux vous montrer ici. Pas de questions? Ça doit être vraiment très clair, ce que je vous ai dit. Alors, magnifique documentaire. Je vais vous avouer, et là, je sais qu'on s'adresse à un public adolescent ou jeune adulte. J'ai une grande lectrice de 8 ans à la maison et elle est fan finie de créatures fantastiques. Là, ces temps-ci, là, ça a commencé beaucoup avec Harry Potter, là, toutes les créatures d'Harry Potter, mais la mythologie aussi l'intéresse énormément. Et la journée où on a reçu ce documentaire, c'est-à-dire tout récemment à la maison, ça a fini dans son lit avant qu'elle se couche. Le livre extraordinaire des créatures fantastiques, magnifiquement illustré par Val Walerczuk. Alors, c'est une collection. Alors, si on regarde à l'endos, là, je vais vous montrer ici, je vais vous nommer d'autres titres de la collection. Vous avez le livre extraordinaire des animaux dangereux, des animaux des océans, des animaux en danger, des animaux préhistoriques,
pardon, des chevaux et des poneys, des dinosaures, des oiseaux spectaculaires. Ah, moi, ça m'attire beaucoup, les oiseaux spectaculaires. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les oiseaux. Des reptiles et des amphibiens et des insectes et des araignées. Et sous la main, j'ai aussi, attention, attention, s'il y a des Crazy Cat Ladies dans la salle, le livre extraordinaire des chats magnifiquement illustrés. Alors, vous allez avoir le même principe ici pour des espèces réelles et dans les animaux fantastiques pour des espèces fantastiques. Je vais vous montrer quand même. Regardez comme c'est beau. J'ai de la misère à rester dans la même image parce que le livre est tellement vaste. Le Bengale. Je vais vous lire une page, vous allez avoir une idée là, de l'information qu'on trouve. Ici, c'est bon, c'est une sorte de chat, une race de chat, le Bengale. Le Bengale ressemble à un léopard miniature. Il est issu du croisement entre un chat domestique et un chat léopard, un félin sauvage originaire d'Asie. Vous avez comme des points, hein, mais c'est toujours l'animal qui est représenté dans les points des différents sujets. Son comportement rappelle parfois celui du chien. Il adore chasser et jouer à la balle. Il peut même accepter d'être promené en laisse. Contrairement à la plupart des chats, le Bengale aime barboter, voire nager. Puissant, vif et athlétique, il est plutôt corpulent pour un chat domestique. C'est un champion lorsqu'il s'agit de bondir et de grimper, tout comme son ancêtre, le chat léopard. On a 3 autres informations ici. Puis vous avez aussi une fiche d'information avec la relation de grandeur entre le chat et l'humain. Donc, fiche d'information, origine, Asie, États-Unis, caractère énergique, aventureux, sociable, taille 33 à 40,6 cm, poids de 3,6 à 5,4 kg pour la femelle, 4,5 à 6,8 pour le mâle, et le pelage variable, tantôt avec des taches ou des marbrures, tantôt entièrement noires. Et ainsi de suite, vous avez comme ça différentes races de chats qui vous seront présentées avec autant d'informations. Est-ce qu'il y en a des amatrices de chats ici? Ah oui, hein? Ben ça, franchement, c'est magnifique. Au niveau des créatures extraordinaires, eh bien là, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on va avoir des créatures extraordinaires issues de différentes cultures, différentes mythologies, différents textes. D'ailleurs, à la toute fin, peut-être que c'était le cas ici, je vous avoue que on s'est Ah oui, c'est ça. C'est la même chose dans le monde des chats. C'est que vous avez une carte à la fin qui vous indique, qui vous place les différents chats que vous avez vus selon leur origine. Et c'est la même chose avec les créatures extraordinaires. Je vous avoue que, bon, elle est jeune, ma fille, alors à 8 ans, quand elle a vu que une de ces créatures était sur le territoire nord-européen, ça l'a un peu inquiétée. Mais vous avez ici les créatures qui seront situées. Alors, vous voyez, on a des créatures qui viennent d'Asie, d'Océanie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Alors, on a vraiment, là, on parcourt le monde et les océans pour découvrir les différentes créatures fantastiques. Je vais vous en présenter quelques-unes. Ah, le kraken. Vous connaissez le kraken dans les mers? C'est pas juste une équipe de hockey, hein, le Kraken. Il me semble que c'est une équipe de hockey, le Kraken, hein? Mais c'est pas juste une équipe de sportive. Alors, vous avez une illustration qui est extraordinairement magnifique, là, on a vraiment là, des illustrations formidables. Le Manegishi, je vais vous en montrer quelques-unes, là. Le Buni. Et là, vous avez, comme tantôt, des informations, cette information, et dans ce cas-ci, au lieu d'une fiche, c'est une légende. Ma fille, ce qu'elle a voulu qu'on lise l'autre soir, c'était les légendes. Donc, elle voulait que je lui lise ces parties-là. Et c'est ça qui est intéressant avec des documentaires comme ceux-là, c'est qu'à différents âges, ils vont s'intéresser à différentes parties du documentaire. Il y a des âges où ils vont regarder plus les illustrations. Là, elle, en ce moment, est passionnée des légendes. Je suis persuadée que dans quelques semaines, quelques mois, elle va vouloir lire toutes les informations aussi. Mais à la première lecture, elle voulait avoir parcouru le livre en entier, alors on s'est intéressé aux légendes. Le Kraken. Le kraken est un monstre marin des mers arctiques qui entoure le Groenland. Il est mentionné pour la première fois dans certaines sagas islandaises du 13e siècle. Ces légendes racontent que le kraken pouvait engloutir un navire en une seule bouchée. Son nom vient d'un terme norvégien qui signifie tordu, tortueux. Il se pourrait que ce monstre soit en fait un calmar géant observé par des explorateurs vikings. Orvar Odds, une saga islandaise du 13e siècle, raconte que le kraken était constitué de 2 monstres. L'un était une baleine géante, l'autre une masse brumeuse dotée de rochers à la place des dents. Et ainsi de suite, ça continue. Je vous lis la légende. Mystère en eau profonde.
L'une des premières descriptions du kraken date de 1781. Elle a été faite par l'écrivain suédois Jacob Wallenberg. Il mentionne dans un ouvrage que le kraken mesure pas moins de 16 kilomètres, qu'il vit majoritairement dans les eaux profondes entouré d'un immense banc de poissons. Les pêcheurs qui s'en approchaient alors pour attraper ces poissons dans leur filet devaient se tenir sur leur garde. Quand le kraken rejoignait la surface, des bulles et des jets d'eau faisaient sombrer les bateaux de pêche. En fait, il s'agissait peut-être d'une éruption volcanique sous-marine que Wallenberg décrit là. Ce type de phénomène était très fréquent dans les eaux proches de l'Islande. Donc, on a aussi un retour à la réalité, comprendre l'origine qui a amené à la création de ces créatures mystiques, pas mystiques, mais mythiques et mythologiques. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Oh, regardez le Cyclope. Alors, tu sais, on va aller jusque dans la mythologie grecque, les textes de l'Odyssée d'Homère. Donc, on va avoir toutes sortes de créatures fantastiques qui vont être décrites ici. Encore une fois, des ouvrages absolument magnifiques à découvrir. Je vous présente un dernier documentaire, là, c'est vrai, là, je sais que ça fait 2 fois que je dis ça, mais quand même un documentaire que je veux vous présenter parce que au niveau de l'actualité, c'est un documentaire qui me semble incontournable. Vous avez ici, aux éditions La Martinière, l'Ukraine racontée aux enfants, Sylvain Kipel, chez La Martinière Jeunesse. Sipel, Kipel. J'ai fait les C durs et les C doux hier avec ma fille dans mes études, alors Kipel. Donc, vous avez ce documentaire-là, on dit raconter aux enfants, mais franchement, c'est raconté à tous là, parce que vous avez un documentaire tout en photographie, donc qui vous permet de découvrir l'Ukraine. L'Ukraine, vous le savez, est au centre de l'actualité à cause de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Et vous allez pouvoir donc expliquer un peu, découvrir l'origine du pays. Je vous présente encore une fois le sommaire. Alors, euh, la Russe de Kiev, berceau de l'Ukraine, la foi orthodoxe. On va parler des frontières mouvantes. On va parler des châteaux en Ukraine. Je vous dirai pas tous les thèmes, mais pour vous en nommer quelques-uns. On va parler des auteurs, hein, Nikolai Gogol et Taras Shevchenko. Vous allez pouvoir parler de la langue ukrainienne, de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l'Ukraine sous la botte des nazis. Le grenier à blé de l'Europe aussi, hein, donc vous allez avoir le film Le Cuirassé de Potemkin, un des premiers longs métrages hein, sinon le premier long métrage dans le cinéma moderne. Donc vraiment une panoplie d'informations. Moi, je vous montre toujours les pages qui parlent de nourriture, là, parce que c'est toujours mes pages préférées. Le borscht, ici, on a le borscht, un plat roboratif. Vous avez donc Makhno, l'anarchiste, et Petliura, le nationaliste. Donc, vraiment un ensemble de sujets. Tout le temps 2 pages, un texte de longueur moyenne, de très grande photographie. Et c'est une collection hein, racontée aux enfants. Donc, vous avez plusieurs autres ouvrages dans la collection racontés aux enfants. Je vais vous lire un petit extrait là, pour que vous ayez une idée là, du niveau de la langue. Tiens, on va y aller avec... Je voulais vous parler du borscht, mais là, je ne retrouve pas ma page alimentaire. Un pays contesté aux frontières mouvantes. Presque tous les pays ont connu dans leur histoire des changements de frontières, mais peu en ont autant connu que les régions d'Europe orientale qui ont fini par constituer l'Ukraine. Et on voit, avec la guerre qu'a engagée en février 2022 Vladimir Poutine, le président russe, que ces frontières restent contestées. L'Ukraine n'a pas cessé d'être convoitée par des voisins puissants. Après l'effondrement de l'État kievien, elle subit au XIIIe siècle l'occupation des Mongols. 2 siècles plus tard, elle est divisée entre, au nord, le joug du royaume de Pologne-Lituanie et au sud, celui des Tatars mongols, puis des Ottomans turcs. À partir du XIIIe siècle, les tsars russes et les empereurs autrichiens se disputent cette terre. Au siècle suivant, Russes et Austro-Hongrois refusent l'émergence d'une nation ukrainienne. Les Autrichiens nomment ses habitants les Ruthènes. Les Russes leur interdisent de parler leur langue. Et on continue comme ça avec des informations sur l'Ukraine. Ah, tiens, le borscht ici, j'ai retrouvé la page. Connaissez-vous, vous, le mot roboratif? On l'utilise quand on veut parler d'un plat particulièrement nourrissant qui vous redonne des forces. Le borscht est un programme roboratif. Sa base est la betterave rouge qui sert à faire une soupe épaisse. On l'accompagne de pommes de terre, d'oignons, d'ail et de choux, beaucoup de choux. Le reste est affaire de cuisson et de goût de région, de légumes
ou de viande disponible. Alors, vous voyez, la complexité des textes peut varier aussi en fonction des sujets qui sont abordés. Vraiment, je pense que c'est une époque où ce documentaire-là est plus qu'utile dans les salles de classe, dans les bibliothèques scolaires pour aborder là, la question de la guerre en Ukraine. Puis les jeunes ont beaucoup de questions par rapport à l'actualité. Alors, on a des documentaires qui sont très amusants, qui nous permettent de découvrir des thématiques très amusantes, puis on a des documentaires qui nous permettent vraiment de se faire une idée sur des sujets, puis de comprendre l'actualité aussi. Alors, je vais quitter le documentaire pour plonger dans l'univers de la bande dessinée avec une présentation de quelques bandes dessinées donc que j'ai sous la main ici. Tiens, je vais commencer avec Mystery Café. Parce que franchement, cette bande dessinée-là m'a... j'ai vu, cette collection est super belle. C'est Eve qui nous écrivait, je pense que c'était au sujet de l'Ukraine. Est-ce que c'était par rapport à cette collection que tu nous as écrit, Eve? Non, c'était celle avec les chats puis tout ça. Moi, je l'ai Ah toute oui. achetée à l'école, puis je la mets pour que les gens, juste, tu sais, quand ils n'ont rien à faire, pigent. Ils sont tellement beaux. Les jeunes les adorent vraiment beaucoup. Ils sont beaucoup consultés? Oui, moi, Ah oui. ben, Tout que j'ai mets là, mais si je les mettais en tablette, peut-être moins, tu sais. oui, mais ils ont quand même un bon format, alors ça vaut la peine de les mettre en exposition. Ça nous donne envie de les sortir des tablettes, justement. Puis je suis contente que tu dises ça parce que franchement, ils sont spectaculaires. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est une évidence là, qu'ils vont avoir envie de les prendre puis de les feuilleter. Puis des fois, ben justement, c'est l'apparence, l'illustration qui attire, mais ça stimule la curiosité et là, tout à coup, ils se retrouvent à lire. On sait que c'est un enjeu, tu sais, de faire lire les adolescents, là, des toutes sortes de textes. Ben là, ils se retrouvent à lire parce qu'ils ont été attirés par le côté qui est tellement magnifique de la proposition. Ah ben merci d'en témoigner. Je vais continuer donc en bande dessinée. Là, j'ai une bande dessinée qui s'appelle Tokyo Mystery Café, La disparue d'Akiba. C'est Atelier Sento. C'est publié chez Dupuis. Et on est plongé dans un univers tellement étonnant. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la littérature actuelle, elle nous... comment je dirais ça? On sent chez les auteurs une préoccupation par rapport aux nouvelles technologies. Hein, il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent en ce moment où les technologies se sont détraquées, où il y a eu, par exemple, un enjeu avec l'intelligence artificielle. Donc, on est en train un peu dans la fiction d'appréhender les dérives et les limites de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Cette bande dessinée-là, elle fait partie de cette mouvance-là. Je pense aussi que ce sont des thématiques qui sont souvent abordées parce qu'on sait que ce sont des thématiques qui intéressent beaucoup les jeunes. Je suis allée d'ailleurs, ça me fait penser, il y a trois semaines, j'étais au Manitoba puis je rencontrais des élèves je pense que c'est un groupe de huitième année. Puis j'avais un documentaire sur l'intelligence artificielle et je leur ai demandé s'ils connaissaient ça, tu sais, ce qu'ils savaient. Et là, je pense que j'aurais pu comme ne plus rien dire, là. On aurait pu passer une heure à parler de ça. Puis, on a parlé, tu sais, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des dérives à l'intelligence artificielle? Puis, c'est drôle parce que les jeunes me répondaient beaucoup, ben, oui, parce que nous, on utilise l'intelligence artificielle avec des bonnes intentions, mais l'intelligence artificielle, si elle crée une intelligence artificielle, peut-être qu'elle va créer une intelligence artificielle avec des mauvaises intentions. Puis là, je leur ai dit, vous savez, ce que vous dites, c'est pas faux, mais vous avez des bonnes intentions. Il y a des gens sur la planète qui n'ont pas des bonnes intentions. Tu sais, c'était comme si eux voyaient pas qu'il pouvait y avoir des gens qui allaient utiliser ces technologies-là avec des intentions qui n'étaient pas nécessairement pacifiques. Alors, vous allez voir, on est dans cet univers-là avec Tokyo Mystery Café. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon on comprend que c'est un Européen qui arrive au Japon. Il est arrivé au Japon dans l'objectif, avec le rêve de devenir mangaka, donc de pouvoir écrire des mangas, donc d'arriver avec sa production puis d'aller cogner à la porte des grands magazines, des éditeurs de manga pour avoir une place dans cet univers-là. Il va prendre une chambre à l'étage d'un commerce où il y a un monsieur âgé. Monsieur âgé, il y a toutes sortes d'objets, il répare des objets.
Puis, il va avoir la chambre à l'étage. Il va s'installer là. Tu sais, c'est la nouvelle vie qui s'offre à lui. Ses grands espoirs. Alors qu'il est dans sa chambre, il entend chanter. On voit ça ici. Et il regarde par une petite fente dans le mur. On comprend que c'est pas une chambre très étanche, là. Et par la fente, il y a une jeune fille, il aperçoit une jeune fille en fauteuil roulant qui tout à coup se tourne vers lui. Alors il est démasqué alors qu'il était en train de regarder par la fenêtre. Est-ce que ça va de votre côté? Moi, j'ai eu l'image figée un peu. Est-ce que c'est correct de votre côté? Ça marche? OK. Bon, ben, ça semble être revenu à la normale. Donc, il poursuit son travail, il s'en va voir les éditeurs de manga et à un certain moment, il va rentrer chez lui et il va trouver le propriétaire qui a été malmené, qui est dans un coin. Puis il va réaliser que la jeune fille de l'étage au-dessus, elle est disparue. Son fauteuil est là, mais elle n'est plus là. Alors, il va partir à sa recherche. Il va entrer dans un café où il va trouver des gens qui vont vouloir l'aider dans sa quête. C'est un café-restaurant. Et dans ce restaurant, le Mystery Café, et les personnes qui sont là, donc il y a une jeune fille et un homme plus âgé, vont lui offrir de l'aider à retrouver, donc ils sont comme des agents secrets, là, puis ils vont l'aider à retrouver la jeune fille disparue. Ce qu'on va réaliser au travers de cette bande dessinée-là, c'est qu'en fait, la jeune fille dans le fauteuil roulant, c'était une robote. C'était un robot créé par l'homme qui habitait le propriétaire du rez-de-chaussée, à la demande des agents de la plus grande star de la pop japonaise. Donc, une jeune chanteuse japonaise très, très, très populaire, mais qui était tellement sollicitée au niveau des spectacles à faire qu'elle est en train, entre vous et moi, là, je vulgarise, mais de faire un burn-out. Elle demande à un moment donné qu'on ralentisse le nombre de spectacles. Et au lieu de perdre de l'argent d'une certaine façon en ralentissant le nombre de spectacles, ben, les agents ont décidé de faire construire un robot à l'identique pour que ce robot puisse donner les spectacles à sa place. Un robot qui est doté d'intelligence artificielle, qui est capable d'interagir. Et là, on a vraiment un anthropomorphisme du robot. Donc, c'est vraiment le robot qui devient un personnage. Et, je vais juste répondre. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, qui me demande le titre de la bande dessinée, c'est Tokyo Mystery Café. Donc, ce robot devient vraiment un personnage et notre personnage principal et ses acolytes vont devoir un peu décider ce qu'ils veulent faire en retrouvant la robote. Est-ce qu'ils veulent la remettre à ceux qui ont commandité sa création ou s'ils veulent en fait lui redonner sa liberté? Est-ce qu'on peut redonner la liberté à un robot? Est-ce qu'on peut permettre à un robot de vivre libre? Alors, toutes sortes de sujets éthiques en lien avec l'intelligence artificielle, les robots qui prennent de la place dans l'univers. Vraiment, là, je m'attendais pas à ça en commençant à lire la bande dessinée. Faut dire que moi, je lis pas les résumés avant de commencer à lire. Là, je m'en vais raide fret sec, puis je découvre. Et là, waouh, j'étais vraiment surprise. Je pense encore une fois qu'on est dans des thématiques qui peuvent assurément là, vraiment intéresser les jeunes et même les moins jeunes. Donc, Tokyo Mystery Café. Est-ce que vous en avez vu beaucoup? Je suis curieuse de savoir les thématiques en lien avec les technologies, l'intelligence artificielle. Il y a un intérêt pour ça chez les lecteurs? C'est pas marqué, vous n'avez pas remarqué un intérêt grandissant pour ce... Ben, non, Moi, pas... j'ai une... Oups, excuse. Allez-y. Dans le fond, ici, ils cherchent plus, c'est toujours encore les légendaires, les affaires de chevaliers, de magie, ils sont encore pas mal là-dedans parce que les bandes dessinées, c'est souvent les secondaires 1 et 2 principalement qui lisent ça, là. Fait que non, parce que j'en ai, tu sais, Omniscient, qui est un peu... Oui, on l'avait présenté l'année passée. ben, puis non, il n'est pas lu, puis pourtant, moi, je l'ai bien aimé, mais pas tant. Fait que, tu sais, ils cherchent pas à aller voir différent. Ah, pourtant, Omniscient, c'est tellement bon. C'est pour celles qui connaissent pas Omniscient, c'est des jeunes, des ados qui se réveillent du jour au lendemain et ils ont à l'intérieur de leur cerveau toute la connaissance du monde. Et ils sont comme des encyclopédies.
Alors, les services secrets, grosso modo, ont peur d'eux parce qu'ils disent, ben, s'ils connaissent toute la connaissance du monde, ils connaissent tous les passages secrets, tous les secrets d'État, etc. C'est brillant, c'est tellement bon. Mais, OK, je comprends, c'est intéressant quand même comme observation. Je sais pas si c'est partagé, s'il y a d'autres personnes qui veulent Oui, partager ben, par rapport à ça. au fait, moi, j'ai essayé au niveau du documentaire, un documentaire très accessible sur l'intelligence artificielle, puis j'ai pas de preneur. Ah ouais. Alors, peut-être que sous forme de BD, ça pourrait être quelque chose de plus adapté. Mais j'ai l'impression, entre autres avec ces thématiques-là, qu'il y a une question de médiation encore à faire. C'est-à-dire que, parce que ce que moi j'ai constaté, c'est que quand on est en classe puis on leur pose la question, ils ont plein d'idées. Tu sais, ils en ont entendu parler dans des cours en éthique, ils en ont entendu parler, ils ont leurs propres opinions. Mais peut-être que ça peut être une bonne approche, c'est-à-dire de faire un petit corpus de liens, de livres en lien avec l'intelligence artificielle, les robots, justement des fictions comme ça. Puis ça, c'est une bande dessinée, mais on n'est pas très loin de l'esthétique manga. Donc, tu sais, pour ces lecteurs-là, puis d'aller leur parler quand c'est possible, tu sais, d'interagir avec eux pour parler de ces thématiques-là, puis de dire, ben, est-ce que vous pensez qu'un robot a des droits? Est-ce que vous pensez qu'un robot pourrait regagner sa liberté? Ben, c'est la thématique qui est abordée dans cette bande dessinée-là. Puis par le biais, donc, de la médiation, c'est peut-être des thématiques qui restent encore un peu abstraites pour eux parce qu'ils sont nés dans une époque où l'intelligence artificielle était déjà partiellement implantée. Donc peut-être que nous, on a cette crainte-là parce que c'est nouveau pour nous aussi. On voit plus les dérives possibles. En tout cas, mais c'est intéressant comme sujet à aborder. Ben, je vais vous présenter peut-être encore quelques bandes dessinées parmi les nouveautés aussi que j'ai sous la main. Peut-être celle-ci attirera-t-elle leur attention. J'aime les bandes dessinées longues, là, tu sais, qui prennent un petit peu plus de temps à lire. Un beau format aussi de Greta Exela, Fille de lune, publié chez Dargaud. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Je vois des réactions faciales. Ah, je vais regarder, là, je me rappelle plus par cœur date de parution. 2021, donc c'est pas 2023 en fait pour la traduction française, ça avait été publié Fragilia di Luna en 2021. Alors, Fille de lune, on se retrouve avec Tia. Il y a un roman qui s'appelle pareil. Faudrait voir si je connais pas le roman, alors peut-être Ève, tu pourras me dire si les thématiques sont reliées. On est avec une jeune fille que vous voyez sur la couverture ici qui s'appelle Tia. Au début de la bande dessinée. Ah oui, puis vous savez dans Elle, vous connaissez la bande dessinée Elle, je l'ai déjà présentée justement avec la boîte de diffusion. Dans Elle, il y a des scènes où, dans les premiers tomes, tu sais, on comprend pas trop de quoi il s'agit. On sait que ça va nous révéler petit à petit l'origine de Elle, puis l'histoire autour d'elle. Alors, on a un peu ce procédé narratif-là dans cette bande dessinée-là. Alors, au début, vous avez comme ça, ça s'appelle Fille de lune. Alors, je vais oser dire que c'est une lune, des mains, un personnage qui sort de l'eau et un personnage qui subit, on pourrait penser qu'il subit un sort, donc qui est attaqué par un rayon de lune et qui va caler jusqu'à disparaître. Et ensuite, on embarque dans la narration principale, c'est-à-dire là, on est dans vraiment les péripéties. Il y a du texte, là, ici, cette page-là, il n'y a pas énormément de texte, mais ce n'est pas une bande dessinée sans texte. Toutefois, c'est une bande dessinée où il n'y a pas un texte très, très long à lire. C'est un texte qui est assez court. Alors, Tia, au début, on la voit, elle habite, ce qu'on comprend, c'est qu'elle habite chez on pourrait dire une amie, ou je pense que c'est sa cousine, donc elle habite avec, j'ai analysé que c'était sa tante, là. Donc, elle habite avec sa tante et sa cousine, et du jour au lendemain, sa tante lui dit, tu as reçu une lettre de ton père, et ton père t'invite à rentrer à la maison. Alors, Tia va rentrer chez elle, on revoit les scènes comme ça de la personne attaquée, entre guillemets. Et là, on comprend que cette personne-là, c'est pas une personne très tendre, là. On n'a pas l'impression que ça va être, on a l'impression que ça va être quelqu'un d'un peu menaçant. Alors, on va voir que Tia rentre à la maison. Et dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que son père et sa mère étaient partis en voyage parce qu'il est arrivé quelque chose à sa mère dans le passé et que son père cherche une manière de guérir la mère.
Entre vous et moi, là, le parallèle le plus direct qu'on peut faire, en tout cas ce que moi j'y ai vu, c'est vraiment un parallèle avec la dépression d'un parent, en fait. Donc la mère est alitée. Elle n'est pas réceptive quand Tia va lui parler, même qu'elle peut être agressive avec Tia. Et donc, Tia est rentrée chez elle parce que son père était revenu avec sa mère. Son père et sa mère étaient partis dans un objectif de guérison, mais ça n'a pas fonctionné. Même que les tentatives de guérison qu'ils ont faites ont retiré des souvenirs à la mère. Donc, la mère ne se souvient même pas de qui est Tia. Et à un certain point, le père va dire à Tia, écoute, je vais repartir. Il y a une dernière chose que je voudrais tenter, c'est d'aller dans le désert de sable rouge, essayer de trouver le peuple araignée. Le peuple araignée est un peuple un peu mythique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il existe vraiment, il existe dans les légendes. Il dit, je pense que le peuple araignée pourrait nous soigner. Et ils vont partir du jour au lendemain. Donc, il y aura un événement, en fait, où la mère va se fâcher contre Tia à la veille de leur départ. Et Tia se réveille couchée sur les ruines de sa maison, finalement, et les parents sont partis. Donc, il y a eu un événement. La maison a comme explosé. À la place de la maison, il y a une espèce de monolithe noir. Et elle se retrouve donc, je vais vous montrer. Là, ça, c'est la, la ba- l'explosion de la mer, finalement. Et donc, comme ça. Puis le lendemain, Tia se réveille devant ce monolithe. Et donc, la maison est disparue, ses parents sont disparus. Et elle décide de partir seule à la recherche du peuple araignée dans le désert rouge où elle croit pouvoir retrouver ses parents. Pour se rendre jusqu'au peuple araignée, elle va rencontrer une espèce de pirate des sables. Donc, c'est un pirate, mais qui navigue avec son bateau sur le sable. Et c'est avec lui qu'elle va entreprendre la recherche du peuple araignée. Elle va réussir à trouver le peuple araignée. Et grosso modo, ce que la chamane du peuple araignée va lui dire, c'est que ils ne peuvent pas soigner la mère. Il faut accepter la condition de la mère et vivre à partir de là. En fait, on ne peut pas revenir en arrière à l'état dans lequel on était avant cette situation-là. Il faut accepter la situation et grandir à partir de là. C'est un peu la ce qui est envoyé voyons, j'ai juste le mot moral, là, mais comme message, en fait, là, ce qu'on envoie comme message. Alors, je vais vous parler de la fin parce que je trouve ça intéressant. Il y aura une espèce de rédemption à la fin. C'est-à-dire que la mère, l'espèce de conclusion de la maladie de la mère, c'est qu'elle va se transformer en étoile. Et après s'être transformée en étoile, elle aura pu retrouver son essence. Donc, il y a vraiment comme une transition, un passage. Mais après que sa mère a été transformée et qu'elle est redevenue, disons, plus fréquentable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas redevenue comme avant, mais elle est redevenue une mère aimante, ben, Tia, sa décision, ce sera quand même de partir et de quitter sa famille pour aller mener sa propre vie, vivre ses propres expériences à elle. Donc, il y a cette espèce de volonté aussi d'amener vers l'autonomie, vers l'âge adulte finalement. Donc, c'est vraiment une bande dessinée, je dirais, de passage de transition. C'est vraiment magnifique. En plus, là, je vous ai montré quelques illustrations à l'intérieur. Euh, Encore une fois, c'est pas du manga, mais on a des personnages qui ont euh, pas entièrement, là, pas tous les personnages, mais Tia a assurément, tu sais, le visage très rond, les yeux très expressifs. Donc, on n'est pas dans le manga, mais pour les amateurs de manga, il y a quelques codes qui vont reconnaître là-dedans qui pourront les intéresser. Vraiment, une belle découverte aussi. Fille de lune. Euh, Tiens, je vais vous amener aussi, j'ai peut-être encore, je regarde l'heure, là, j'ai au moins deux bandes dessinées que je veux vous présenter. Ah, puis c'est vrai, hein, j'avais mis des mangas de côté ici, j'ai quelques mangas sous la main. OK, je vais vous présenter au moins deux autres bandes dessinées, puis après ça, un ou deux mangas pour conclure. Il y a 15 minutes. On va faire ça illico presto. Alors, prochaine bande dessinée que je voulais vous présenter, publiée chez Dargo, c'est de Zabu et Hippolyte. Ça s'appelle Incroyable. Alors, encore une fois, un très grand format comme ça, grosse bande dessinée. On est dans une bande dessinée avec
une apparence, je vous dirais, avec des illustrations au ton plus doux que les dernières bandes dessinées qu'on a vues. Donc, on est dans des tons un peu plus effacés, comme ceci. On va découvrir le personnage de Jean-Loup. Jean-Loup, c'est un jeune garçon de 11 ans qui est criblé, je vais dire ça, de TOC. Alors, il a des troubles obsessifs compulsifs. Il va se toucher le nez 3 fois. Il va se répéter un, 2, 3 quand il est craintif, ouvrir la porte 3 fois. Donc, il y a toutes sortes de troubles obsessifs compulsifs qui rythment sa vie. C'est un garçon qui n'a pas vraiment d'amis à l'école, pas de communauté autour de lui à l'école. Son père est jamais disponible. À chaque fois qu'il passe à son père lui répond oui, 1 minute, Jean-Loup, puis il n'y arrive jamais. Donc, le père, c'est un peu le running gag là, qui revient souvent à chaque fois qu'il demande quelque chose à son père, il n'est pas là. Sa mère est absente. Il a dans sa chambre une urne qui est faite comme en canne de tomate, mettons, là, et qu'il embrasse en l'appelant maman. Et donc, Jean-Loup, ce qui fait qu'il est très particulier, c'est qu'il remplit des fiches. Alors, dans sa chambre, Jean-Loup a des tiroirs de fiches. Vous savez, là, comme les fiches quand les livres n'étaient pas numérisés dans les bibliothèques, là, donc des tiroirs là, avec toutes les fiches pour faire la recherche. Et il remplit des fiches lorsqu'il arrive chez lui. Des fiches sur toutes sortes de sujets. D'ailleurs, entre chacun des chapitres, je vais vous trouver une page à cet effet. Vous avez une fiche, comme si c'était les fiches de Jean-Loup. Alors, par exemple, ici, chapitre 1, fiche 956. Pour vous oxygéner, votre cœur doit pomper 2 500 000 litres de sang par an, assez pour remplir 4 piscines olympiques. Donc, plein de faits amusants comme ça. Je vais vous en lire une autre. Fiche 2718. Si le dinosaure n'avait pas été rayé de la carte, vous pourriez avoir 10 cm de hauteur, de longues moustaches et lire ce livre du fin fond d'un terrier. Donc, toutes sortes de fiches comme ça en lien avec différents sujets. Euh, Jean-Loup, donc, devra éventuellement faire un exposé oral. Il est, il a un univers imaginaire très, très riche. Et il y a le roi de Belgique qui fait partie de son univers parce qu'il y a une figurine du roi de Belgique dans sa chambre, à cheval, comme ça ici. Et le roi de Belgique s'adresse à lui. Donc, c'est comme son ami imaginaire, OK? Qui est sa petite figurine. Il va devoir faire un exposé oral et par une série de circonstances, il va se retrouver à oublier son exposé à la maison. Et au moment où il arrive pour faire son exposé devant tout le monde, ben, il improvise à partir des fiches qu'il venait d'écrire, qu'il avait écrites la veille, et qui sont des fiches qui parlent de l'espèce de grand mystère qui fait qu'on est sur la Terre. Il a oublié son exposé sur les loutres et il va nous dire ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce qu'il a écrit différentes fiches au fil du temps, mais la fiche qui l'inspire pour son exposé oral, c'est les différentes façons d'enterrer les morts de par le monde. Et là, il se met à raconter aux enfants toutes les différentes façons qu'on a de par le monde de disposer du corps des morts. Puis là, les gens le regardent un peu étonnés. Finalement, mais ils sont très intéressés par son exposé oral, mais surtout sont étonnés parce que Jean-Loup, il passe inaperçu. Et l'enseignante va inviter Jean-Loup à participer à un concours d'art oratoire. Et Jean-Loup va comme ça devoir trouver un nouveau sujet. Et pour trouver un nouveau sujet, il pense que la bonne chose à faire, c'est d'aller demander au vrai roi de l'inspirer à trouver un sujet. Il va s'en suivre donc un périple pour se rendre jusqu'au roi. Son père était supposé de l'accompagner à la maison du roi, mais finalement, son père n'était pas disponible. Alors, c'est son oncle. Et là, le personnage de l'oncle débarque. Il est toujours disponible pour lui. Et lui, il va le faire le taxi un peu partout. Et il va se rendre compte, rendu au roi, qu'il entretient une correspondance avec le roi, mais il se rend compte que c'est jamais le roi qui lui répond pour vrai, c'est une secrétaire qui répond aux gens qui écrivent au roi. Et c'est la secrétaire qui va lui donner un sujet pour son prochain exposé oral. Alors, il va gagner par un concours de péripéties, il va gagner la première étape du concours puis se rendre à la deuxième étape. Et pour se rendre à la deuxième étape, il va devoir faire un voyage en voiture avec son oncle et son enseignante qui va l'accompagner. Puis son oncle va simuler une panne de voiture et les obliger à dormir dans un motel parce qu'en fait, ce qu'on va apprendre, c'est que la mère de Jean-Loup est hospitalisée depuis des mois, depuis 6 mois,
dans un hôpital qui est près de ce motel-là et qu'en fait, elle n'est pas décédée. Il parle aux cendres de sa mère, mais c'est une feuille qui a fait brûler, c'est un dépliant qui a fait brûler parce que, il n'est pas capable d'accepter que sa mère est hospitalisée pour cause de dépression. Et il va donc être invité par son oncle à aller visiter sa mère pour la première fois. Et donc, c'est cette espèce de retrouvaille-là avec sa mère qui va devenir la conclusion de la bande dessinée. Et évidemment, le concours d'art oratoire dont il va aller faire la deuxième partie. Donc, vraiment, magnifique bande dessinée sur un personnage singulier avec ses démons, je vous dirais, avec ses bébites à l'intérieur de lui. Mais à partir du moment où il a revu sa mère, il y a plusieurs de ses troubles obsessifs compulsifs qui commencent à se calmer, à s'éliminer. Il va réussir à se rendre à l'école sans compter combien de fois il a réussi à éviter les bandes blanches sur le sol. Donc, il y avait toutes sortes de craintes comme ça qui vont peu à peu s'éliminer. Alors, vraiment, une très, très belle proposition ici avec Incroyable de Zabu et Hippolyte. Puis je conclurai avec une bande dessinée qui est aussi intéressante pour les adolescents que pour les adultes. Là, je ne pense pas que ce soit une parution spécifiquement jeunesse. C'est un recueil, en fait. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi une option en bande dessinée qui nous offre comme un recueil de nouvelles en bande dessinée, de courtes bandes dessinées, 6 textes. Ça s'appelle Inoubliable. C'est de Fabien Toulmé aux éditions Dupuis. 6 textes courts. Regardez à l'endos, on nous dit 6 histoires vraies, 6 témoignages inoubliables. Donc, 6 témoignages de personnes qui ont raconté une partie de leur vie. Chacun de ces témoignages est relaté sous forme de bande dessinée et chacune des bandes dessinées a une grille de couleurs là, qui lui est propre. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Là, ici, on est dans les tons de jaune et bleu. Un peu plus tard, vous allez avoir les tons de rouge et bleu. Donc, différentes propositions comme ça. Quelles sont ces 6 histoires qui sont racontées? Eh bien, vous avez Émilie, qui a 43 ans et qui raconte qu'elle a grandi. Ses parents, alors qu'elle était jeune, sont entrés dans les témoins de Jéhovah et elle a grandi dans la communauté des témoins de Jéhovah et elle raconte comment elle a réussi à sortir de cette communauté-là après, bien sûr, avoir été reniée par toutes les connaissances qu'elle avait lorsqu'elle était dans cette communauté. On a ensuite Béatrice, 31 ans, de Paris, qui raconte en fait l'histoire de rencontre entre ses parents. Ses parents ses parents se sont rencontrés alors que son père était un religieux et il ne voulait pas défroquer pour aller avec celle qui deviendra la mère de Béatrice. Mais la mère de Béatrice était tellement amoureuse de lui et obstinée qu'elle l'a attendu jusqu'à temps qu'un jour, il a décidé de quitter la religion pour faire sa vie avec elle. Et elle nous dit à la fin, Marco et Dora sont mes parents. Au final, c'est aussi mon histoire. On a ensuite Marie, 31 ans, qu'on retrouve dans un petit village de Bretagne, qui va raconter sa fuite. Et là, thématique difficile, je vous avertis, qui va raconter sa fuite après s'être fait agresser par son conjoint qui est rentré un soir et qui a décidé que même si ça ne l'intéressait pas, ils allaient avoir une relation sexuelle. Donc, elle va raconter sa fuite et ses futures rencontres. On aura l'histoire de Kevin, 35 ans, à Lynx, qui raconte qu'il avait 4 ans quand ses parents ont eu des postes comme conseiller pédagogique à l'école française de Kigali et qu'il a donc grandi à Kigali. Puis ce qu'il va nous raconter, c'est assez troublant en fait. C'est le fait qu'au moment où la guerre se déclare, ben eux, ils sont évacués en laissant derrière lui tous les amis qu'il s'était fait quand il était enfant. On va rencontrer Marine, qui a 45 ans à Toulouse, qui va raconter une rencontre amoureuse qui a été faite lors d'un voyage avec on pourrait comparer comme au scout, là, un groupe religieux. Donc, une rencontre amoureuse qui a été faite dans ce contexte-là. Et finalement, on va rencontrer le dernier personnage, je vais juste retrouver son nom qui est, ça c'est fascinant, Grégory qui a 36 ans dans une ville du nord de la France, qui lui a été emprisonné pour avoir fait des vols
Et pendant qu'il était en prison, je vous montre les pages, on est vraiment plus dans une ambiance de nuit ici, là. Pendant qu'il était en prison, il a commencé à collaborer avec les autorités pour donner des indications sur les conditions, en fait, des prisonniers. Donc, des indications pour améliorer les conditions des prisonniers. Et après avoir purgé sa peine, il a été impliqué dans la vie politique et il est finalement devenu maire de sa ville. Alors, ce sont 6 parcours réels de personnes qui ont témoigné de leur histoire de vie. Moi, ce que ça me fait un livre comme ça, là, c'est que j'ai une curiosité sans borne. C'est-à-dire que tu commences à en lire un, là, tu découvres petit à petit l'histoire qui est cachée là, mais quand tu as fini de lire la première histoire, c'est sûr que tu veux lire la deuxième pour savoir quel est le destin de cette personne-là. Il y a un côté fascinant. Est-ce qu'il y a un côté voyeur? Je sais pas. Il y a un côté, en tout cas, d'empathie, c'est-à-dire qu'on veut savoir ce qui est arrivé aux autres. C'est raconté d'une façon magnifique par Fabien Toulmé. Alors, inoubliable, vraiment une belle, belle, belle découverte de portraits. On avait les portraits d'adolescents, puis ici, on a les portraits d'adultes. C'est très différent, mais c'est 2 sortes de portraits. Alors, c'est aussi une thématique intéressante qu'on peut aborder avec les jeunes. Comment raconter et comment se raconter, comment raconter les gens qu'on connaît. 2 beaux exemples avec Inoubliable et avec Les chambres d'adolescents. Puis là, il me reste un maigre 4 minutes, mais je vais quand même vous présenter en rafale 2 ou 3 mangas que j'ai sous la main pour pouvoir au moins vous donner la piqûre pour ces mangas-là. Ils sont publiés aux éditions Kana. J'ai donc ici un manga de Minori Kiguchi et Takahiro Wakamatsu qui s'appelle À l'assaut du roi. Vous me dites si c'est connu déjà en hochant de la tête ou... Alors, à l'assaut du roi, on se retrouve avec Ipei, qui est un jeune garçon qui est plein de vie. Et il y a une camarade de classe qui va lui faire découvrir les échecs. Sauf que quand Ipei regarde le jeu d'échecs, il est comme absorbé dans cet univers-là, comme si les pièces pouvaient lui parler, comme s'il y avait un monde qui se cachait derrière le jeu d'échecs. Alors, je vous montre un peu parce qu'on est vraiment là dans le manga très dynamique avec tu sais, on a tous les codes du manga qui sont respectés, mais il y a aussi des moments qui sont plus descriptifs, plus tranquilles, entre guillemets, là, dans la proposition. On n'est pas dans un manga qui va être nécessairement à toutes les pages là, avec des rebondissements de bagarres, etc. Ipei va être éventuellement amené à aller faire un club d'échecs. Donc, sa famille décide, grosso modo, de l'amener une fois au club d'échecs, mais c'est loin, il faut prendre un bateau, c'est compliqué de se rendre jusque-là. Ils se disent, grosso modo, que ça va y passer. On va y aller une fois, il va bien voir qu'il n'est pas bon là-dedans puis qu'il n'aimera pas ça. Mais au contraire, il va jouer aux échecs là-bas, il va perdre parce que c'est la première fois qu'il joue contre un des plus grands espoirs pour le club d'échecs que vous pouvez voir ici. Mais il va perdre, mais il a réussi quand même à déstabiliser ce garçon-là. Et là, le garçon va se dire, lui, il a quand même, il avait jamais joué, puis il a réussi à me déstabiliser, donc il y a un potentiel chez ce jeune-là. Et le jeune Ipei va être tellement passionné des échecs que pour pouvoir faire partie du club, pour pouvoir retourner au club, il doit avoir joué un certain nombre de matchs. Mais dans son village, il n'y a personne qui veut jouer contre lui. Alors, il va jouer tous ses matchs contre lui-même. Alors, c'est vraiment le côté de la persévérance, du travail acharné, de la passion qui va être véhiculé par le biais de ce manga. Et il va se retrouver à pouvoir éventuellement rejouer contre son adversaire. Donc, un manga qui nous plonge dans l'univers des échecs et on comprend vraiment qu'il paye à chaque fois qu'il joue. Il est comme dans un univers qui sort du réel, en fait. Il se retrouve dans un univers magique qui est l'univers des échecs. Et puis, peut-être, série de 4 tomes, c'est une bonne question. Je pense que oui. Je pourrais juste vérifier rapidement pour être certaine le nombre de tomes. Ah, attendez, j'ai des pages par-dessus. À l'assaut du roi. Oui, c'est 4 tomes. C'est ça, hein? Oui, je voulais juste pas vous induire en erreur. Merci. Donc ça, on apprécie souvent aussi, hein, quand c'est une série un peu plus courte, là, c'est pas trop... Puis je vais regarder pendant qu'on est là la prochaine série que je voulais vous... Ah, ça va pas marcher. La prochaine série que je voulais vous présenter, je pense qu'on est avec un 3 tomes
paru, donc on n'a pas une trop longue série non plus. Alors, je vais m'arrêter après cette présentation-là parce qu'il est déjà 11h15. Mais Toa's Ark, donc le livre des Anima de Shenshiro Sakamoto. Donc ici, on se retrouve avec un personnage, moi c'est les noms là, que j'oublie tout le temps, là. Toa, ben oui, Toa's Ark. Donc, c'est le personnage de Toa. On va avoir un parallèle avec l'Arche de Noé. Donc, on va apprendre au fil du manga, du premier tome du manga, que la sœur de Toa a libéré les Anima. Alors, les Anima, ce sont des forces, plusieurs d'entre elles sont en fait des forces du mal qui étaient conservées dans finalement un peu comme dans l'Arche de Noé, mais c'est un ouvrage ici là, qu'on a qui conservait tous les animaux. Et par inadvertance, la sœur l'a ouvert et ces animaux-là se sont donc échappés. Et le monde est à sa perte parce que les animaux du mal sont en train de prendre possession du monde et en train aussi d'une certaine façon, on pourrait dire capturer les âmes des humains, c'est-à-dire que les humains deviennent comme des espèces de zombies devant les animaux et vont leur obéir. Et ben, Toa va partir, donc avec un anima qui est un bon anima, qui est son acolyte, va partir à la recherche de ces âmes-là pour pouvoir les ramener à l'intérieur de l'arche où devaient être cachés ces animaux du mal-là. Donc, on va avoir une espèce un récit qui va être une quête, en fait, une quête qui est en déplacement. Donc, Toa va se déplacer pour rencontrer, pour trouver les animaux et ben, les combats qui vont s'en suivre. Là, on est vraiment dans un manga avec, entre autres, là, des scènes de combat où le anima de Toa va se confronter aux animaux qui sont ceux du mal pour pouvoir réussir à les ramener dans l'arche. Donc, on a je vous montre quelques scènes comme ça. Donc, on a vraiment un personnage qui veut un peu assainir, dans le fond, la terre des forces du mal pour pouvoir éventuellement retrouver sa sœur et sa famille qui ont été pris dans cette tragédie-là. Voilà, alors on a fait ça, une découverte un peu, encore une fois, qui va dans tous les sens, avec autant des documentaires que des bandes dessinées et des mangas. J'espère que à nouveau vous avez découvert des livres, que vous avez eu le regard attiré par certains de ces ouvrages. Et puis, on nous indique, j'ai manqué la bibliographie. Oui, je vais vous la remettre. Je vous remets les deux tout de suite dans la conversation. Donc, vous allez pouvoir avoir accès aux deux bibliographies. Pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, les bibliographies sont disponibles sous la vidéo. Donc, à nouveau, je vous remercie pour votre belle écoute, pour votre présence dans cette présentation. Je vous invite à aller découvrir les sites des différentes maisons d'édition, à consulter la bibliographie pour aller voir toutes les informations complémentaires sur les livres que j'ai pas eu le temps de présenter lors de cette présentation. Et puis, ben, je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et j'espère que vous avez fait de belles découvertes.